le 14e novembre 1942 à 23h00, les opérateurs radars de l'USS Washington repérèrent 9 navires de guerre japonais évoluant dans l'obscurité à 18 000 yards, environ 16 500 mètres. Invisibles à l'œil nu, dans les eaux noires au nord du canal de Guadeloupe, les navires ennemis apparaissaient pourtant sur les écrans radar SG du Washington comme un point vert distinct. Leur position était mise à jour à chaque balayage de l'antenne. La flotte japonaise, qui utilisait encore des projecteurs et des jumelles, ignorait tout de la surveillance exercée par un cuirassé américain. Pendant 16 mois, l'équipage du Washington s'était entraîné avec cette technologie révolutionnaire. Le radar de recherche de surface SG pouvait détecter des navires à des distances apparemment impossibles à appréhender. Le radar de conduite de tir Mark III pouvait suivre les cibles et calculer les tirs dans l'obscurité la plus totale. Ensemble, ces systèmes conféraient au Washington la capacité de combattre à l'aveugle, de détruire ce qu'il ne pouvait voir. Mais en novembre 1942, personne dans la flotte du Pacifique ne croyait vraiment qu'un cuirassé puisse remporter une bataille navale moderne. Cette conviction allait coûter des vies américaines. Les amiraux qualifiaient les cuirassés de navires d'escorte, de plateformes antiaériennes flottantes, d'escorteurs coûteux réduits à la protection de porte-avions, tels des destroyers surdimensionnés. La doctrine officielle stipulait que les cuirassés étaient obsolètes, relégués au rôle de simples canons antiaériens, tandis que les porte-avions menaient les combats. Depuis Pearl Harbor, les cuirassés rapides étaient tenus en laisse, interdits d'engagement en surface, cantonnés à des rôles défensifs. Le Washington avait traversé l'Atlantique, servi au sein de la flotte britannique, était transféré dans le Pacifique. Et durant tout ce temps, il n'avait jamais ouvert le feu de son artillerie principale sur un navire ennemi. Ce soir, tout allait changer. Ce soir, un navire et un amiral allaient prouver que les cuirassés correctement employés et dotés des technologies adéquates pouvaient encore dominer un champ de bataille navale. Mais d'abord, les 3700 Américains à bord du Washington allaient devoir survivre à ce qui allait devenir l'engagement naval le plus violent de la guerre du Pacifique. Le cuirassé n'était pas le problème. Le Washington était un chef-d'œuvre du génie américain. Le deuxième navire de la classe North Carolina fut mis en chantier au chantier naval de Philadelphie le 14e juin 1938. Son déplacement était de 35 000 tonnes standard et de 44 800 tonnes à pleine charge. Son armement principal se composait de 3 tourelles triples de 2,4 mètres, 96 pouces Mark C, capables de tirer des obus perforants de 1225 kg, 2700 livres à plus de 20 mètres. Son blindage de ceinture avait une épaisseur de 406 mm 16 pouces. Le blindage de ces tourelles était de 457 mm 18 pouces. 4 turbines General Electric, développées 120 et 1000 chevaux. Vapeur, lui permettant d'atteindre une vitesse de 28 nœuds. Elle était capable de combattre, de fuir et d'encaisser les dégâts. Mais, selon la logique absurde de la doctrine navale de 1942, elle était jugée trop précieuse pour être engagée dans le rôle même pour lequel elle avait été conçue, le combat naval. 3 nuits auparavant, le prix de cette doctrine avait été payé dans le sang. Le contre-amiral Daniel Callahan avait mené la Task Force 67 dans ces mêmes eaux pour intercepter une force de bombardement japonaise. Sa flotte comprenait les croiseurs lourds San Francisco et Portland, le croiseur léger Helena, les croiseurs antiaériens Juno et Atlanta, et 8 destroyers. Elle aurait dû constituer une force redoutable. Mais Callahan ne disposait d'aucun cuirassé. La marine américaine ne comptait que 2 cuirassés opérationnels dans tout le Pacifique Sud, le Washington et le South Dakota, retenu par le porte-avions Enterprise, le seul porte-avions américain fonctionnel encore présent dans le Pacifique. La doctrine stipulait que les porte-avions étaient trop précieux pour être mis en danger. Les cuirassés existaient pour protéger les porte-avions, aussi Callahan s'y engagea-t-il sans eux. Le résultat fut catastrophique. Lors d'une action nocturne, confuse que les historiens appelleront plus tard la première bataille navale du canal de Guadalajara. La flotte de Callahan tomba par hasard sur le groupe de bombardement du vice-amiral Hiroaki Abe, dans l'obscurité. Les Japonais alignaient 2 cuirassés, le Hai et le Kirishima, le croiseur. Lourd Kinugasa
2 croiseurs légers et 14 destroyers. Ce qui suivit ne fut pas une bataille, mais une véritable mêlée navale, les navires tirés à bout portant, incapables de distinguer amis et ennemis. Les navires américains s'entre-déchiraient. Les projecteurs japonais transformaient la nuit en un cauchemar d'ombre et de lueur. Lorsque la fumée se dissipa, Callahan gisait mort sur le pont du San Francisco, tué par un obus de 356 mm en plein vol. Le contre-amiral Norman Scott était mort à bord de l'Atlanta, tué par des obus américains tirés dans la confusion. Les destroyers Barton, Cushing, Laffey et Monson coulaient, ou avaient déjà coulé. L'Atlanta était en train de sombrer. Le Juno serait torpillé et perdu presque entièrement lors de sa retraite. 706 Américains étaient morts. Les Japonais n'avaient perdu que les destroyers Akatsuki et Tudachi. Le cuirassé Ai était gravement endommagé et serait coulé par une attaque aérienne le lendemain. L'amiral Chester Nimitz, assis à son quartier général à Pearl Harbor, lisait les rapports d'après-action avec une inquiétude croissante. Les marines du canal de Guadalajara tenaient à peine le coup. L'aérodrome de Henderson Field, qui avait rendu la prise du canal de Guadal si périlleuse, subissait chaque nuit des bombardements de croiseurs et de destroyers japonais. Or, les services de renseignement signalaient l'arrivée d'une force japonaise encore plus importante, se dirigeant vers le sud. L'amiral Nutei Kondo arrivait avec le cuirassé Kirishima. 4 croiseurs lourds, 2 croiseurs légers et 9 destroyers. Leur mission était de réduire Henderson Field en ruine, puis de couvrir le débarquement de 11 000 soldats japonais frais. En cas de succès, le canal de Guadal tomberait. Les marines seraient massacrées. La première offensive américaine de la guerre du Pacifique se solderait par un désastre. Nimitz était confronté à un choix impossible. La doctrine stipulait ne jamais risquer des cuirassés sans porte-avions. Mais l'Enterprise était endommagée et son pont d'envol rafistolé lors de la bataille de Santa Cruz, 3 semaines plus tôt, était en piteux état. Son groupe aérien était décimé. Si Nimitz maintenait les cuirassés en retrait pour protéger le porte-avions, Henderson Field serait détruit, le canal de Guadal tomberait et des mois de sang et de sacrifices seraient vains. S'il envoyait les cuirassés seuls, ils risquaient tous d'être coulés, laissant l'Enterprise sans défense. Tous les principes qu'on lui avait enseignés à l'école de guerre navale disaient que c'était une erreur. Tous les exercices militaires auxquels il avait participé indiquaient que les cuirassés opérant seuls la nuit étaient condamnés. Mais les marines n'avaient plus de temps. Nimitz prit la décision la plus difficile de sa carrière. Il ordonna à l'amiral William Halsey de libérer les cuirassés, les envoyer seuls, les laisser se battre navire contre navire, tant pis pour la doctrine. L'homme choisi pour mener cette mission désespérée était le contre-amiral Willis Augustus Lee Jr. À 54 ans, Lee était un guerrier atypique. Né à Natalie, dans le Kentucky, une petite ville du comté d'Owen. Il était sorti diplômé de l'Académie navale en 1908. Petit, trapu et toujours débraillé, Lee ressemblait davantage à un instituteur de campagne qu'à un amiral. Ses uniformes n'étaient jamais à sa taille. Il portait d'épaisses lunettes. Son accent du Kentucky le faisait sous-estimer par les autres officiers. Mais derrière cette apparence peu impressionnante, se cachait l'un des esprits tactiques les plus brillants de l'US Navy. Lee était un tireur d'élite hors pair. Aux Jeux Olympiques d'Anvers en 1920, il avait remporté 5 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze en tir. Il pouvait placer 10 balles dans le même trou à 914 mètres. Il comprenait la balistique comme un musicien comprend le rythme, instinctivement et à la perfection. Trajectoire, dérive due au vent, chute de la balle, angle d'avance. Pour lui, ce n'étaient pas des calculs, mais des intuitions. Lorsqu'il regardait une cible, il savait où viser. Lorsqu'il est passé des fusils au canon naval, cette intuition l'a suivi. Un canon naval de 406 mm n'était qu'un très gros fusil pour Willis Lee. Les principes étaient les mêmes. On calculait la position de la cible, on anticipait sa trajectoire. En fonction de sa vitesse et de sa direction, on corrigeait le vent et le mouvement et on tirait. Seule l'échelle différait. Lee comprenait quelque chose d'encore plus important que le tir, la technologie. Plus précisément, il comprenait le radar d'une manière que la plupart des amiraux de 1942 ignoraient, alors que ses contemporains le considéraient comme une curiosité, un gadget pouvant compléter le repérage visuel. Lee
y voyait une révolution dans la guerre navale. Un navire équipé d'un radar pouvait voir dans l'obscurité, à travers la fumée et sous la pluie. Il pouvait suivre des cibles à des distances, rendant l'engagement visuel impossible. Il pouvait calculer les solutions de tir avec une précision mathématique. Surtout, il permettait à un seul navire de dominer un champ de bataille où l'ennemi combattait à l'aveugle. Pendant 6 mois, Lee avait entraîné ses équipages sans relâche au tir guidé par radar. Il a entièrement repensé les procédures de conduite de tir du Washington. Dans le système standard de la marine, l'opérateur radar signalait les contacts à un opérateur radio qui les relayait à l'officier d'artillerie, lequel donnait des ordres au directeur de tir. Lee a supprimé ces intermédiaires. Il a relié directement les opérateurs radar à l'officier d'artillerie et au directeur de tir. L'officier de pointage radar pouvait désigner les cibles en temps réel. Le radar de conduite de tir pouvait suivre la trajectoire des obus et corriger la visée entre les salves. C'était un système qui n'avait jamais été testé au combat. Lee l'avait mis au point après des centaines d'heures d'entraînement, de perfectionnement. Il allait maintenant vérifier son efficacité au moment crucial. Le groupe opérationnel de Lee, désigné Task Force 64, était composé de son navire amiral, le Washington, du cuirassé South Dakota et de 4 destroyers, le Walk, le Benham, le Preston et le Gwin. Sur le papier, l'opération paraissait impressionnante, 2D. Cuirassés les plus récents d'Amérique, escortés par des destroyers. En réalité, il s'agissait d'une équipe improvisée, n'ayant jamais combattu ensemble. Le South Dakota venait d'arriver des États-Unis après des réparations suite à l'opération Plein 26 et à la bataille de Santa Cruz, où il avait été touché par une bombe japonaise. Son équipage était inexpérimenté, la plupart de ses membres sortant tout juste de formation. Les 4 destroyers provenaient de différents groupes opérationnels et n'avaient jamais opéré avec les cuirassés. Il n'y avait eu ni exercice, ni possibilité de mettre au point des procédures communes. Lee disposait d'une seule journée pour transformer cet ensemble de navires en une force de combat opérationnelle. Les problèmes étaient plus profonds qu'un simple manque d'expérience. Les systèmes radio du Washington et du South Dakota étaient incompatibles. Leur communication internavire fonctionnait sur des fréquences différentes et leurs signaux de reconnaissance étaient également différents. Lee ne s'en aperçut qu'une fois en mer. Il dut improviser un plan de communication à la volée, utilisant des signaux lumineux et des manœuvres prédéterminées, car les navires ne pouvaient littéralement pas communiquer entre eux de manière fiable. Les destroyers rencontraient leurs propres difficultés. Armés de canons de 127 mm et de torpilles, des armes conçues pour le combat rapproché, ils seraient surclassés en puissance de feu et en portée face aux croiseurs et cuirassés japonais. Leur seul atout résidait dans leurs torpilles. Mais, pour les utiliser, ils devaient s'approcher à moins de 9000 mètres, à portée des canons japonais. Au coucher du soleil, le 14 novembre, Lee fit contourner l'extrémité ouest du canal de Guadalajara par sa petite flotte. Les 4 destroyers menaient la colonne, le Walker en tête, suivi du Benham, du Preston et du Gwin, puis des 2 cuirassés, le Washington en tête du South Dakota. La colonne s'étendait sur plus de 3 kilomètres, 6 navires se dirigeant, vers des eaux qui avaient déjà englouti des dizaines de bâtiments américains. Les marins l'avaient surnommé le détroit du fond de fer, tant de navires reposaient au fond de la mer. En contournant l'île de Savo, chaque homme à bord pouvait voir les nappes de pétrole et les débris de la bataille de Calaran, 3 nuits auparavant. Des corps flottaient encore. Les épaves de destroyers américains émergeaient à marée basse. Lee savait à quoi s'attendre. Les services de renseignement lui avaient fourni des informations détaillées sur la force de Kondo. L'amiral japonais amenait le cuirassé Kirishima, un vétéran de Pearl Harbor et de dizaines de batailles, depuis techniquement un croiseur de bataille construit pendant la Première Guerre mondiale et modernisé dans les années 1930. Il était doté de 8 canons de 356 mm capables de tirer, des obus de 1270 kg à 30 km. Il était accompagné des croiseurs lourds Atarago et Takao, chacun armé de 10 canons de 203 mm. Les croiseurs légers Sensai et Nagara, ainsi que 9 destroyers, formaient un convoi de 14 navires, tous entraînés au combat nocturne. Chacun était armé de la torpille type 93 surnommée Long. Lance, par les Américains, la torpille la plus redoutable au monde.
capable de parcourir 19 km à 49 nœuds avec une ogive de 450 kg. Un seul impact pouvait couper un croiseur en deux, et 2 ou 3 suffisaient à couler un cuirassé. Les Japonais s'entraînaient au combat de surface nocturne depuis 20 ans. Ils avaient développé des tactiques, des équipements et une doctrine spécifiquement adaptée au combat dans l'obscurité. Leurs guetteurs, sélectionnés pour leur vision nocturne exceptionnelle, étaient entraînés à un niveau de compétence surhumain. Ils pouvaient repérer les silhouettes des navires à des distances qui semblaient impossibles à atteindre pour les marins américains. Leurs obusiers étoilés et leurs projecteurs pouvaient transformer la nuit en jour. Leur tactique de torpille était perfectionnée. Ils avaient prouvé leur supériorité au combat nocturne à maintes reprises, en mer de Java, à l'île de Tsavo, au cap Espérance. Les marins américains avaient appris à craindre la nuit. L'obscurité appartenait aux Japonais. Lee possédait un atout que les Japonais n'avaient pas anticipé, le radar. Plus important encore, il savait s'en servir. Tandis que la Task Force 64 progressait dans le détroit, les opérateurs radars de Washington suivaient chaque contact. Ils pouvaient distinguer les montagnes du canal de Guadeloupe et l'île de Tsavo. Ils pouvaient suivre les avions amis revenant à Henderson Field. Surtout, ils pouvaient repérer les Japonais à 20 mètres de distance, bien au-delà de leur portée visuelle. À 2h25 152 S, le radar détecta les premiers navires ennemis, un groupe de destroyers en avant du gros des forces, à 18 milliards, se rapprochant dangereusement. Lee était confronté à un choix crucial. Il pouvait ouvrir le feu à portée maximale, exploitant son avantage. Radar pour frapper les Japonais avant même qu'ils ne le repèrent. Mais cela révélerait sa position, alerterait Kondo du piège et permettrait peut-être à l'amiral japonais d'interrompre son bombardement et de s'échapper. Ou bien il pouvait attendre, laisser les Japonais s'engager dans leur attaque, les laisser s'approcher suffisamment pour qu'ils ne puissent plus fuir, puis déclencher l'embuscade. C'était un risque terrible. Plus les Japonais se rapprochaient, plus ils risquaient de repérer la force américaine. S'ils apercevaient les navires de Lee en premier, s'ils lançaient leurs torpilles les premiers, la Task Force 64 serait anéantie. Mais Lee avait compris un point crucial. Les Japonais ne cherchaient pas un engagement de surface. Ils s'attendaient à des avions décollant de Henderson Field, des vedettes lentes, torpilles, des sous-marins, n'importe quoi sauf des cuirassés américains. Halsey avait gardé le mouvement des cuirassés si secret que même de nombreux commandants américains ignoraient leur arrivée. Lee misait tout sur la confiance excessive des Japonais. Il ordonna à ses navires de retenir le feu et de maintenir le cap. La distance était de 16 milliards, 14 000, 12 milliards sur le pont du Washington. Les hommes pouvaient entendre leur cœur battre la chamade. Les opérateurs radars annonçaient les distances à voix basse. 10 milliards. À cette distance, les guetteurs japonais auraient dû repérer les silhouettes massives de 2 cuirassés. Mais les Japonais regardaient vers le canal de Guadeloupe, s'attendant à voir les éclairs de leur bombardement. Ils ne regardaient pas derrière eux. À 8 milliards, Lee ne pouvait plus attendre. À 23h000 précise, il donna l'ordre d'ouvrir le feu. La première salve du Washington éclata dans la nuit. 9 obus de 406 mm, soit 11 tonnes d'acier aidé, explosifs, fendirent l'obscurité en direction du croiseur léger Sendai. Guidés par radar, les obus visaient une cible invisible pour les artilleurs, leur tir étant ajusté par un calculateur de tir qui calculait avec précision l'avance et l'élévation. La salve mit 23 secondes à atteindre sa cible. Elle la manqua de peu. D'immenses colonnes d'eau jaillirent autour du Sendai, suffisamment près pour inonder ses ponts. Son capitaine, réalisant qu'il était sous le feu de l'artillerie lourde, ordonna immédiatement une manœuvre d'évitement et le déploiement de fumigènes. Mais Lee ne se concentrait pas sur le Sendai. C'était une distraction, une cible secondaire. Le radar du Washington avait identifié une cible bien plus importante. Le destroyer Iron Army, en tête de l'avant-garde japonaise. Il était le plus proche des destroyers américains, le plus dangereux pour l'écran de Lee. La seconde salve se porta sur elle. Cette fois, les canons du Washington ne manquèrent pas leur cible. Au moins un obus de 406 mm, peut-être 2, s'abattit sur l'Iron Army. À cette distance, contre le blindage fin d'un destroyer,
L'effet fut catastrophique. L'obus transperça sa coque comme du papier, explosa dans sa salle des machines et pulvérisa ses compartiments moteurs. L'Iron Army s'immobilisa, en proie à de violents incendies. Son équipage luttait désespérément contre les voies d'eau et les flammes. La nuit bascula dans le chaos. Le South Dakota ouvrit le feu quelques secondes après le Washington, ses canons poursuivant différentes cibles. Les destroyers américains chargèrent, cherchant à se mettre à portée de torpilles. Des obus étoilés, japonais, éclatèrent au-dessus d'eux, baignant le bruit d'une lumière blanc-verdâtre. Des projecteurs s'allumèrent, scrutant l'obscurité. Chaque navire tirait sur quelque chose, mais dans la confusion, il était impossible de dire qui tirait sur qui. Des balles traçantes sillonnaient l'eau dans toutes les directions. Le grondement des canons lourds se mêlait au crépitement rapide des armes des destroyers. C'était la bataille de Callahan qui se répétait. Sauf que cette fois, les Américains avaient le radar. Puis, le désastre survint. À 237 heures, le South Dakota subit une panne électrique massive. Son chef mécanicien, tentant de résoudre un problème mineur sur son tableau électrique, déclencha accidentellement le disjoncteur principal. Tous les systèmes électriques du navire s'éteignirent instantanément. Les lumières s'éteignirent. Les écrans radars devinrent noirs. Les directeurs de tir furent hors service. Les monte-charges à munitions s'arrêtèrent. En quelques secondes, l'un des cuirassés les plus puissants d'Amérique fut réduit à une cible flottante. Les générateurs diesel de secours se mirent en marche, mais ils ne pouvaient alimenter que les systèmes essentiels. La batterie principale pouvait encore tirer en mode de guidage local, mais sans radar, sans directeur de tir, les artilleurs tiraient à l'aveugle. Les Japonais se jetèrent sur le cuirassé immobilisé. Les projecteurs du Hiroshima et des croiseurs prirent le South Dakota pour cible, l'illuminant comme un acteur de théâtre. Tous les navires japonais, capables de faire feu, ouvrirent le feu. Les obus de 356 mm du Hiroshima s'abattirent sur la superstructure du South Dakota. Des obus de 203 mm tirés par un Targetago et un Takao transpercèrent sa superstructure. En 90 secondes, le South Dakota encaissa 27 impacts. Ses antennes radio furent détruites. Son radar fut mis hors service. Sa batterie secondaire fut neutralisée. 38 marins et un fusilier marin furent tués. 59 autres furent blessés, dont le capitaine Tomaga, touché par des éclats d'obus, mais qui resta sur la passerelle. Les destroyers américains subissaient des pertes encore plus importantes. Ils avaient chargé la formation japonaise en tentant de lancer des torpilles, mais ils étaient en infériorité numérique et de puissance de feu. Le Preston fut le premier à couler. Pris entre deux feux, entre croiseurs et destroyers japonais, il fut touché à plusieurs reprises. Les obus déchirèrent sa fine coque, déclenchant des incendies incontrôlables. Son capitaine ordonna d'abandonner le navire, mais avant que la plupart de l'équipage ne puisse débarquer, ses soutes à munitions explosèrent. Le Preston disparut dans une boule de feu, emportant 117 hommes avec lui. Le Hawk suivit, en tête de la colonne de destroyers américains. Il s'était approché au plus près de la ligne japonaise. Elle parvint à lancer plusieurs torpilles, mais avant qu'elle puisse faire demi-tour, les tirs de riposte japonais l'atteignirent. Des obus s'écrasèrent sur sa passerelle, tuant son capitaine. D'autres obus atteignirent sa salle des machines. Puis, une longue torpille s'abattit sur sa coque. Au milieu des navires, le Hawkeye se brisa en deux et coula en quelques minutes. Sur son équipage de 250 hommes, seuls 75 survécurent. Le Benham fut touché par une torpille qui lui arracha complètement la proue. Miraculeusement, il resta à flot, ses cloisons étanches tenant bon, mais il ne pouvait plus ni combattre ni manœuvrer. Le Gwin, le dernier destroyer encore opérationnel, était en flammes suite à de multiples impacts d'obus, mais disposait encore de puissance et de sa manœuvrabilité. Son capitaine prit la douloureuse décision de se retirer, récupérant les survivants au fur et à mesure de sa retraite. En moins de 15 minutes, l'escorte de destroyers de Lee était anéantie. À 23h15, la force opérationnelle de Lee avait pratiquement cessé d'exister. 4 destroyers étaient coulés ou gravement endommagés. Le South Dakota était aveugle, sourd et en flammes, s'éloignant péniblement du combat. Des 6 navires entrés dans le détroit d'Iron Bottom, seul le Washington était encore opérationnel. Il se retrouvait seul face à 14 navires japonais,
dont un cuirassé, 4 croiseurs et plusieurs destroyers. Tous les scénarios des écoles de guerre, tous les manuels tactiques, toutes. Les règles établies indiquaient que Lee devait se retirer immédiatement. Il était en infériorité numérique de 14 contre 1. Il n'avait aucun soutien. Personne ne lui reprocherait de sauver son navire et son équipage. Mais Willis Lee regarda son écran radar et vit quelque chose que les Japonais ne pouvaient pas voir. Dans leur excitation à pilonner le South Dakota, dans la montée d'adrénaline de la destruction des destroyers américains, les Japonais avaient perdu leur formation. Leurs navires étaient dispersés, certains poursuivant le South Dakota, d'autres jevant les destroyers, d'autres encore errant dans la confusion, et aucun n'avait remarqué le Washington. Il était caché derrière les épaves fumantes du Preston et du Walk, sa signature radar masquée par le carnage environnant. Lee avait une opportunité, mais cela exigerait de faire quelque chose qui violait tous les principes du combat naval. Il allait devoir foncer seul au cœur de la flotte ennemie. Lee donna l'ordre qui allait marquer l'histoire navale. Silence radio total. Pas de feu. Aucune communication avec les autres navires. Vitesse maximale. Cap 030. Le Washington accéléra à 26 nœuds et se dirigea droit sur la ligne de bataille japonaise. Ses opérateurs radars suivaient chaque navire ennemi, communiquant à voix basse les distances et les relèvements. 15 000 yards pour Hiroshima, 12 000 pour Itago, 10 000 pour Takao. Les Japonais ne l'avaient toujours pas aperçu. Leurs projecteurs étaient braqués sur le South Dakota, qui brûlait à présent à l'horizon sud. Leurs guetteurs regardaient leurs victimes mourir. Personne ne cherchait un autre cuirassé. À 8400 yards, pratiquement à bout portant pour les canons d'un cuirassé, Lee donna l'ordre d'ouvrir le feu sur Hiroshima. Toute la batterie principale du Washington, canon de 400, 6 mm, explosa dans une salve parfaitement coordonnée. À cette distance, grâce au système de conduite, de tir radar, et à la mise au point d'une cible fixe illuminée. Par ses propres projecteurs, les artilleurs du Washington ne pouvaient pas rater leur cible. La première salve encadra le Kirishima. La seconde fut un impact direct, puis une autre, et encore une autre. En 7 minutes, le Washington tira des obus de calibre 756. Au moins 9, peut-être même 20, s'écrasèrent sur le Kirishima. L'effet fut dévastateur. Les obus du Washington, pesant chacun 1225 kg et filant à 700 mètres, frappèrent avec la force de trains de marchandises. Ils transpercèrent le blindage du Kirishima comme du papier de soie. Un obus détruisit sa tourelle avant, tuant instantanément tous ses occupants. Un autre explosa dans sa salle des machines, pulvérisant turbines et chaudières. Un troisième frappa sous la ligne de flottaison, ouvrant une brèche qui inonda 3 compartiments. Son appareil à gouverner fut détruit, bloquant son gouvernail à bâbord. Le navire se mit à tourner en rond, impuissant, incapable de manœuvrer, incapable de s'échapper, tandis que le Washington continuait de la pilonner, sa batterie secondaire. De canons de 127 mm se joignit à l'assaut. Plus de 100 obus s'abattirent sur la superstructure du Kirishima, déclenchant des incendies de la proue à la poupe. Son mât en forme de pagode, la tour caractéristique abritant la passerelle, et les systèmes de conduite de tir fut touché à plusieurs reprises. Les vitres volèrent en éclats, l'équipement fut détruit. Des hommes furent fauchés par des éclats de métal et de verre. Le capitaine Iwabuchi Sanji fut blessé mais resta à son poste, tentant désespérément de sauver son navire. Mais il n'y avait rien à faire. Le Kirishima était en train de mourir. L'amiral Kondo, voyant son vaisseau amiral brûlé, dut se rendre à l'amère réalité. Sa flotte était tombée dans une embuscade. Il ignorait encore le nombre de navires américains auxquels il était confronté. Le feu dévastateur qui s'abattait sur le Kirishima pouvait provenir de plusieurs cuirassés. Ses croiseurs, l'Atargo et le Takao, pointèrent leurs projecteurs vers la source des tirs, illuminant enfin le Washington. Ils ouvrirent le feu avec leurs canons de 203 mm et lancèrent une salve de 16 torpilles 93. Mais le Washington virait déjà de bord, son radar suivant la trajectoire des torpilles. Lee ordonna de virer brusquement à tribord, et le cuirassé géant s'inclina, filant vers le nord à pleine vitesse. Toutes les torpilles manquèrent leur cible, certaines de quelques mètres seulement. Les croiseurs japonais tentèrent de les poursuivre, mais Lee ne fuyait pas. Il se repositionnait en utilisant la vitesse et le radar du Washington
pour maintenir une portée d'engagement optimale. Lorsque la portée atteignit 12 milliards, environ 11 000 mètres, les canons du Washington se tournèrent vers les croiseurs. Sa première salve encadra une cible, projetant des colonnes d'eau sur sa passerelle. La salve suivante fut plus courte. L'amiral Kondo, réalisant qu'il était désormais la proie plutôt que le chasseur, ordonna le retrait immédiat. La plus puissante force navale japonaise de surface à s'approcher du canal de Guadalajara. Depuis le début de l'invasion, fit demi-tour et s'enfuit dans la nuit. Derrière eux, le Hiroshima agonisait. Sa gîte augmentait inexorablement, tandis que les eaux se propageaient dans sa coque dévastée. Les équipes de contrôle des avaries luttèrent désespérément pour la sauver, mais en vain. À 1h00, le 15 novembre, le capitaine Iwabuchi ordonna l'évacuation du navire. L'équipage se rassembla sur le pont incliné, chanta l'hymne national japonais, lança 3 bananzai en l'honneur de l'empereur, puis se jeta par-dessus bord. À 3h20, le Kirishima chavira et coula au nord-ouest de l'île de Savo, emportant avec lui 300 membres de son équipage. Il s'agissait du premier cuirassé coulé par un autre cuirassé durant la guerre du Pacifique, et il avait été détruit par un seul navire américain combattant seul. Lee voulait poursuivre la flotte de Kondo en retraite. Mais il se heurta à un nouveau problème. Dans le feu de l'action, tous les signaux de reconnaissance étant confondus par des fréquences radio brouillées par les interférences, les vedettes lance-torpilles américaines, basées à Tulagi, ne pouvaient distinguer amis et ennemis. Elles se préparaient à attaquer tout ce qui bougeait, y compris Washington. Lee dut rompre le silence radio pour éviter d'être torpillé par ses propres forces. Son message à la base des vedettes était révélateur de sa personnalité. Sommé de répondre aux questions de reconnaissance, Lee transmit: ici King Lee. Écartez-vous. J'arrive. Les vedettes lance-torpilles avec sagesse s'abstinrent de tout feu. À l'aube du 15 novembre, l'ampleur de la victoire américaine apparut clairement. Les navires de transport de troupes japonais, qui attendaient de décharger Canal de Guadal, furent pris à découvert par l'aviation de Henderson Field. Bombardiers en piqué et avions torpilleurs les encerclèrent. 7 transports furent coulés. Seuls 4 000 des 11 000 renforts japonais atteignirent la côte. Et ils débarquèrent sans la majeure partie de leur équipement et de leurs provisions. La dernière tentative japonaise de reprendre le canal de Guadal avait échoué. Le cours de la campagne avait basculé de façon décisive en faveur des Américains. Le prix à payer fut terrible. Le destroyer Preston coula, emportant 117 hommes. Le Walker coula, avec 175 morts. Le Benham, bien qu'initialement sauvé, coula le lendemain, alors qu'il était remorqué. Heureusement, sans autre perte humaine, le Gwin fut gravement endommagé. Le South Dakota nécessiterait des mois de réparation. Au total, la marine américaine avait perdu 3 destroyers et déplorait plus de 400 morts, mais elle avait stoppé net l'offensive japonaise. Kirirohima était au fond. Les Japonais n'enverraient plus jamais de navires capitaux au canal de Guadal. Les marines tiendraient bon, l'aérodrome serait épargné. La première offensive américaine de la guerre du Pacifique serait un succès. Lors de la compilation des rapports de pertes, une statistique paraissait presque incroyable. L'USS Washington, qui avait vaincu à elle seule un cuirassé japonais et repoussé une flotte ennemie entière, n'avait subi aucune perte. Pas un seul homme à bord n'avait été tué ou grièvement blessé par l'ennemi. Le navire lui-même n'avait été touché qu'une seule fois, par un obus de 127 mm qui avait sectionné son antenne radio. Lors du combat naval le plus violent de la campagne du canal de Guadal, le navire, qui avait infligé le plus de dégâts, était celui qui en avait subi le moins. C'était du jamais vu. Cela ne se reproduirait plus jamais durant la guerre. La réaction de l'amiral Halls à la bataille fut immédiate et enthousiaste. Il envoya un message personnel à Lee qui disait, je cite, « Vous et votre groupe opérationnel avez écrit une page glorieuse de l'histoire navale américaine. » Mais la réaction officielle de la marine fut plus discrète. La bataille fut classée comme une action défensive, et non comme la victoire offensive révolutionnaire qu'elle fut réellement. Le rapport de Lee, qui soulignait l'importance cruciale du radar dans la victoire, fut classé sans commentaire. Les amiraux, commandant les cuirassés, ne voulaient pas admettre que les partisans des porte-avions S
était trompée sur l'obsolescence des cuirassés. Les amiraux commandant les porte-avions ne voulaient pas admettre que les cuirassés conservaient une valeur offensive. Ainsi, la victoire de Washington fut minimisée, traitée comme une anomalie plutôt que comme une validation de nouvelles tactiques. Lee, lui-même, prit avec philosophie ce manque de reconnaissance. Il déclara à son état-major que l'important n'était pas la gloire, mais les résultats. Le canal de Guadalcanal avait été sauvé. Des marins américains étaient en vie grâce à l'action de Washington. Était suffisant. Mais en privé, Lee était frustré par l'incapacité de la marine à tirer les leçons de la bataille. Il rédigea des rapports détaillés sur la conduite de tirs radars, les tactiques de combat nocturnes et l'intégration des capteurs et des armements. Il recommanda de nouveaux programmes, d'entraînement, de nouveaux équipements et de nouvelles procédures. La plupart de ces recommandations furent ignorées ou appliquées sans conviction. La marine était déjà tournée vers la bataille suivante, la campagne suivante. Il n'y avait pas de temps pour une réflexion révolutionnaire. Le capitaine Glenn Davis, commandant du Washington pendant la bataille, reconnut le caractère révolutionnaire de l'exploit accompli. Les rapports d'opération officiels qu'il rédigea soulignèrent le rôle décisif de la conduite de tirs radars dans la victoire. Son navire avait engagé de multiples cibles dans l'obscurité totale, atteint une précision redoutable et s'en était sorti sans aucune perte au combat. Selon son expertise, il s'agissait de la démonstration idéale de ce que pouvait accomplir une technologie et un entraînement correctement intégrés. Davis reçut la Navy Cross pour son commandement pendant la bataille et fut promu contre-amiral en avril 1943. Il prit ensuite le commandement de la 8e division de cuirassés, l'amenant lors de la campagne des Mariannes et d'autres opérations dans le Pacifique. Mais comme Lee, Davis comprenait que la hiérarchie de la marine restait sceptique quant au potentiel offensif des cuirassés équipés de radars opérant de manière indépendante. The Japanese Navy's response to the defeat was confusion and denial. Admiral Kondo's initial report claimed that American cruisers and destroyers had sunk Kirishima. He could not believe that the single battleship had destroyed his flagship and driven off his entire force. It was not until intercepted American radio traffic confirmed Washington's role that the Japanese accepted what had happened. The psychological impact was profound. For the first time in the war, a Japanese battleship had been defeated in surface combat. The night which had belonged to the Japanese since Pearl Harbor was no longer safe. Japanese naval doctrine began to shift after the Battle of Guadalcanal. They realized that American radar had neutralized their advantage in night fighting. Their superb lookouts, their intensive training, their superior torpedoes. None of it mattered if the Americans could see them and shoot accurately in complete darkness. They tried to develop their own radar, but they were years behind American technology. They tried new tactics, but without radar. They were always reacting, always at a disadvantage. The confident Japanese Navy that had dominated the Pacific in early 1942 was gone, replaced by an increasingly desperate force trying to stem an inexorable American advance. Washington returned to Noumea, New Caledonia, for minor repairs and resupply. Her crew was granted liberty, and for the first time they could talk about what they had accomplished. Sailors who had been at their battle stations, who had felt the ship shake with each salvo, who had heard the radar operators calling out targets, began to understand the magnitude of their victory. They had faced impossible odds and won. They had proved that American technology and training could overcome Japanese experience and numbers. They had turned the tide of the Guadalcanal campaign, but there was no time to celebrate. The war was far from over. Washington was needed elsewhere. She would go on to fight in the Gilbert Islands, the Marshall Islands, the Marianas, the Philippines, Iwo and Okinawa. She would earn 13 battle stars, more than almost any other battleship in the Pacific. But she would never again have the opportunity to prove what she had proved that night off Guadalcanal. The Navy kept her tied to the carriers, using her massive anti-aircraft battery to protect the flat tops from Japanese air attack. Her 16-inch guns would fire thousands of rounds at shore targets supporting amphibious invasions, but she would never again engage an enemy warship
in surface combat. The tragedy was not that Washington was restricted to carrier escort duty. That was frustrating but understandable given the evolution of naval warfare. The tragedy was that the lessons of her victory were deliberately ignored. Lee had proved that battleships equipped with radar and trained in its use could dominate night surface combat. He had demonstrated tactics that could have saved lives in later battles, but the Navy bureaucracy committed to the primacy of carrier aviation refused to acknowledge these lessons. Reports were buried. Recommendations were dismissed. The revolution in surface warfare that Washington represented was stillborn. Lee himself continued to advocate for better integration of radar and surface warfare tactics. In 1944, he was promoted to vice admiral and given command of the fast battleship force, 6 of the most powerful warships ever built. But they remained tied to the carriers forbidden to operate independently. At the Battle of the Philippine Sea in June 1944, Lee's battleships formed a powerful battle line that could have intercepted and destroyed the Japanese surface forces. Instead, they were held back to protect the carriers. The enemy escaped. At the Battle of Lee Gulf in October 1944, Halsey took Lee's battleship on a wild chase after Japanese carriers, leaving the invasion beaches unprotected. Only the heroic sacrifice of escort carriers and destroyers at the Battle of Sma prevented disaster. Lee watched these missed opportunities with growing frustration. He knew what his battleships could do if properly employed. He had proved it at Guadalcanal. But he was a good officer and he followed orders even when he disagreed with them. He continued to write papers and studies on surface warfare tactics, the integration of radar and gunfire, on the future of naval combat. Some junior officers read them and learned, but the Navy hierarchy remained committed to the carrier doctrine that had become gospel after Midway. On August 25, 1945, 10 days after Japan's surrender, Willis Augustus Lee Jr. died, suddenly of a heart attack. He was 57 years old. He was being fed in a motor launched to his flagship, the battleship Wyoming, which was anchored in Casco Bay, Maine. The crew of the launch tried to resuscitate him, but it was too late. The man who had revolutionized battleship warfare, who had saved Guadalcanal, who had proved that technology and tactics could overcome any odds, died just as the war he had helped win came to an end. The news of Lee's death was met with genuine grief throughout the fleet. Admiral Nimitz called him one of the finest officers he had ever known. Admiral Holey said Lee's tactical genius had saved countless American lives. The crew of Washington, many of whom were still serving, mourned the loss of the admiral who had led them through the most desperate battle of the war. But even in death, Lee's achievements were minimized. His obituary in the New York Times mentioned his Olympic medals and his service record, but devoted only one and sentenced to the Battle of Guadalcanal. The Navy's official history would give him credit for the victory, but would not acknowledge the revolutionary nature of what he had accomplished. Washington continued to serve for 2 more years after the war ended. She participated in Magic Carpet operations, bringing American servicemen home from Europe. On June 27, 1947, she was decommissioned at the New York Naval Shipyard. For 14 years, she sat in the reserve fleet, slowly rusting, occasionally inspected, never needed. On June 1, 1960, she was struck from the Naval Register. On May 24, 1961, she was sold to the Lippert division of Lura Brothers and Company for $544,000. She was towed to the breakers and cut up for scrap. No effort was made to preserve her as a museum. No memorial was erected to commemorate her service. The battleship that had saved Guadalcanal, that had proved battleships could still dominate naval combat, was reduced to razor, blades, and reinforcing bars. Today, 82 years after the Battle of Guadalcanal, Washington's achievement remains largely unknown outside naval history circles. School children learn about the carriers at Midway, the Marines at Iwo Jima, the atomic bombs that ended the war. They do not learn about the battleship that fought alone against impossible odds and won. Tour guides at Pearl Harbor
talk about Missouri, where the surrender was signed, and Arizona, where the war began for America. They do not mention Washington, where the future of naval warfare was demonstrated and then ignored. But the legacy of Washington and Willis Lee lives on in ways most people do not realize. The Aegis combat system that protects modern American warships is a direct descendant of the radar fire control system Lee pioneered. The integration of sensors and weapons that he advocated is now standard on every naval vessel. The tactical principles he developed, engaging beyond visual range, use technology to overcome numbers, fighting the enemy where he is blind. These are the foundations of modern naval combat. Every American destroyer, cruiser, and carrier that goes to sea today carries the DNA of Washington's victory at Guadalcanal. The bitter irony is that Lee was right about everything. Battleships with radar could have dominated surface combat throughout the war if properly employed. Lives could have been saved. Battles could have been won more decisively, but institutional inertia and bureaucratic blindness prevented the Navy from learning the lessons Washington taught. By the time the Navy fully understood what Lee had been trying to tell them, the battleship era was over. Missiles and jets had replaced guns and armor. The revolution Lee had started came too late to matter for the ships he loved. There is one more piece of the Washington story that deserves telling. Throughout her entire combat career, from the Atlantic to the Pacific, through 30 major engagements, Washington never lost a single crew member to enemy action. Oh, there were accidents, training mishaps, natural causes. But in actual combat, facing enemy guns and torpedoes and aircraft, not one man was killed. No other major warship in any navy can make that claim. It speaks to the quality of her crew, the strength of her construction, and perhaps most importantly, the tactical genius of Willis Lee, who understood that the best way to protect his men was to kill the enemy before the enemy could kill them. This perfect record almost seems impossible when you consider what Washington faced at Guadalcanal alone. She was targeted by torpedoes, heavy cruiser guns, and at least one near miss from Hiroshima's main battery. During the Philippines campaign, she was attacked repeatedly by Japanese aircraft, including kamikazes. At Iwo Jima and Okinawa, she operated under constant threat of air attack. Yet through it all, her crew remained untouched by enemy action. It was not luck. It was the result of superb training, excellent damage control, and, most importantly, the revolutionary tactics that Lee had developed. By engaging at maximum radar range, by striking from unexpected angles, by using technology to dominate the battlefield, Washington avoided the bloody close-range battles that claimed so many other ships. The story of USS Washington raises uncomfortable questions about military innovation and institutional resistance to change. In Korea, American forces would rediscover the importance of naval gunfire support. In Vietnam, they would learn again about the value of precision engagement at maximum range. In the Persian Gulf, they would apply the principles of sensor integration that Lee had pioneered 50 years earlier. Each time these lessons had to be learned anew, because the institutions that should have preserved them chose instead to forget. Consider what might have been different if the Navy had fully embraced Lee's innovations in 1942. How many ships might have been saved at the Battle of Empress Augusta Bay? If all American vessels had been trained in radar-directed night fighting, how many sailors might have lived through the Battle of Samar? If Hull's battleships had been deployed using Lee's independent operation doctrine? These are not just historical what-ifs. They represent real lives that might have been saved if bureaucratic pride had not trumped tactical innovation. The Washington story also illuminates a persistent pattern in military history. Revolutionary advantages are often discovered by practical men in desperate circumstances, not by theorists in war colleges. MC Kenna's piano wire tensioner that saved P-38 pilots, Guderian's blitzkrieg tactics, Boyd's energy, maneuverability theory, all came from operators who saw what the establishment could not or would not see. And in each case,
The establishment resisted, denied, and minimized until the evidence became overwhelming or irrelevant. Today, as the United States Navy faces new challenges from peer competitors with anti-ship missiles, hypersonic weapons, and space-based targeting systems, the lesson of Washington becomes relevant again. The service that adapts fastest to new technology, that listens to its operators over its bureaucrats, that values result over doctrine, will dominate future naval battles, just as Washington dominated that night off Guadalcanal. The question is whether today's Navy has learned from its own history or whether it will repeat the mistakes of 1942. The physical traces of Washington are gone. Her steel was melted down and repurposed decades ago. Her crew, those brave men who sailed into impossible odds and emerged unscathed, have nearly all passed on, but their achievement endures in the principles they proved. Technology properly employed multiplies combat power. Training and tactics matter more than in numbers. One ship with the right commander and the right tools can defeat an entire fleet. These are not just lessons for naval warfare. They are lessons for any field where innovation confronts orthodoxy. As we mark another anniversary of the Battle of Guadalcanal, we should remember not just what happened, but what it meant. A single battleship written off by doctrine, commanded by an admiral who looked like a schoolteacher using technology that most officers did not understand, saved the first American offensive of the Pacific War. That victory was then deliberately minimized because it challenged the dominant narrative of carrier supremacy. The ship that proved battleships could still win was forgotten, because remembering her meant admitting the experts were wrong. This November marks 82 years since Washington proved that courage, technology, and leadership could overcome any odds. Her story reminds us that the greatest victories often come from the most unexpected sources, that bureaucracies resist change even when lives depend on it, and that the price of institutional blindness is always paid by those who serve. Washington deserves better than obscurity. Her crew deserves recognition. Wellesley deserves his place among the great naval commanders. Most importantly, their lessons deserve to be studied, understood, and applied. If you found this story worth remembering, if you believe the crew of Washington deserves recognition, if you think Wellesley's tactical revolution should be celebrated rather than forgotten, please like this video. Your support helps us preserve these overlooked victories that shaped the Pacific War. Subscribe to ensure you never miss another untold story from World War II. These men faced impossible odds and won. Their achievements changed history, even if history forgot them. Share your thoughts in the comments below. Had you heard of USS Washington before this video? Do you know of other forgotten victories that deserve recognition? Are you watching from Guadalcanal, where the battle was fought? From Kentucky, where Admiral Lee was born? From Philadelphia, where Washington was built? From Britain, where she was finally scrapped? Your stories and connections help keep this history alive. Thank you for watching. Thank you for remembering USS Washington and her crew. Thank you for honoring Admiral Wellesley and his tactical revolution. And thank you for keeping alive the story of the battleship that saved Guadalcanal, proved that innovation could overcome tradition, and was forgotten for doing the impossible. These stories matter not because they are history, but because they are truth. And truth, like the men who fought that night, deserves to be remembered.